contrairement à une opinion très répandue, la collecte des symptômes et des plaintes proctologiques est une étape très importante à la prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique. On peut très schématiquement considérer 4 grands groupes de questions. Suis-je inquiet par les symptômes ou le terrain du patient? S'agit-il principalement de phénomènes de douleur? S'agit-il d'une modification palpatoire de l'anus ou de la région périanale? Et y a-t-il des pertes de matière fécale, de sang ou de pus? Douze questions très simples découlent de ces 4 grands groupes que nous allons reprendre les unes après les autres. Qu'est-ce qu'on appelle signe d'alerte? Qu'est-ce qui est un terrain pathologique qui doit nous inquiéter? Quelle est l'ancienneté des troubles? Est-ce qu'il y a eu des facteurs déclenchants? Est-ce qu'il y a des douleurs et comment peut-on les caractériser? L'aspect de l'anus a-t-il changé? Quelque chose sort-il du canal anal au moment de l'épisode défécatoire ou existe-t-il des tuméfactions? Est-ce qu'on peut préciser s'il y a des démangeaisons anales? Peut-on préciser également s'il y a des phénomènes de suintement ou des écoulements ou des pertes de matière? Et à ce propos, quel est l'aspect des selles? Et existe-t-il des difficultés à évacuer? 12 questions pour 12 angles de prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique. Dans tous les champs de la médecine, il existe souvent des symptômes qui alertent le clinicien, parce que ces symptômes indiquent toujours une organicité. Existe-t-il un syndrome rectal, se traduisant par des fausses envies ou des faux besoins? Qu'il s'agisse, dans le cas présent, de l'émission de glaire ou de sang, cela témoigne toujours d'une atteinte de la paroi de l'anus ou du rectum. Existe-t-il une altération de l'état général? Existe-t-il des symptômes nocturnes et insomniants? Ce type de symptômes doit inquiéter et inviter à faire rechercher une inflammation, une suppuration aiguë ou un cancer. La recherche d'un terrain à risque de développer des complications spécifiques est primordiale. A-t-on la notion d'un antécédent de cancer du pelvis, de radiothérapie pelvienne? Existe-t-il un antécédent d'infection ancienne du col utérin à papillomavirus? Le patient est-il immunodéprimé par des traitements ou par une infection par le VIH? A-t-on la notion de pratique sexuelle à risque ou d'antécédent d'infection sexuellement transmissible? Le patient souffre-t-il d'une maladie inflammatoire chronique intestinale? Ou enfin, est-il âgé, diabétique? Y a-t-il une histoire chirurgicale récente? Y a-t-il eu un épisode de constipation avec une sensation de déchirement de l'anus? Il est vraiment très important de s'attacher à préciser ces éléments-là, notamment lorsqu'il est question de préciser les caractères de la douleur de l'anus. Pour la personne qui consulte, le motif de la consultation est très souvent attribué à une pathologie hémorroïdaire. Ce n'est parfois pas le cas. La douleur étant un symptôme central en proctologie, il est très important de préciser si cette douleur est rythmée par la défécation. Si c'est le cas, on sera très vite orienté vers une origine canalaire, vers le canal anal. Si la douleur, en revanche, n'est pas du tout rythmée par la vie digestive, ou si elle a une composante mécanique, on saura évoquer, en cas de douleur aiguë, des modifications locales, type un abcès ou une thrombose, ou encore un cancer. S'il n'existe pas de modification locale, et a fortiori si les douleurs sont anciennes, on évoquera le large concept des douleurs périnéales chroniques dont la sémiologie mérite des précisions très importantes afin d'orienter la pathogénie. La douleur est-elle en rapport avec une origine neurologique ou neuropathique? A-t-elle une composante dite musculaire ou myofaciale?
Les facteurs déclenchant les troubles doivent être systématiquement recherchés. Une douleur positionnelle orientera vers la névralgie. Une maladie inflammatoire chronique intestinale en poussée orientera vers des lésions anopérinéales inflammatoires. L'émission de sels durs, d'importants efforts de poussée orienteront vers la fissure anale ou la thrombose hémorroïdaire. Et enfin, les épisodes de la vie génitale, tels que les règles, la grossesse ou le postpartum, orienteront plutôt vers la thrombose hémorroïdaire. Le prurite est une plainte classique en proctologie. Il s'agit d'une sensation d'irritation, de brûlure ou de démangeaison périanale qui relève soit de causes proctologiques, soit de causes dermatologiques. Il convient de préciser l'ancienneté des troubles et leur topographie, c'est-à-dire dans le canal anal, comme dans le cadre d'une oxurose, ou seulement au niveau cutané, au niveau de la marge anale. On recherchera la prise de certains traitements, comme des antihypertenseurs tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, un diabète, une obésité, des troubles de la continence, ainsi que des antécédents de maladies dermatologiques tels que le psoriasis, l'eczéma ou le lichen plan. L'aspect de l'anus a-t-il changé? Avant même d'examiner une personne qui consulte, il peut être utile de faire préciser si l'aspect de l'anus a changé. A-t-il constaté une tuméfaction, une induration, des anomalies de contour de l'anus ou un épaississement? Cette donnée est très importante parce qu'il peut s'agir d'un abcès, d'un condylome, d'une thrombose hémorroïdaire, d'une tumeur maligne ou bénigne. Elle n'est pas toujours facilement accessible à l'œil nu et à la palpation. Mais cet élément palpatoire est un élément important, souvent perçu par le patient avant le clinicien. On doit également préciser si quelque chose sort de l'anus, et notamment à l'occasion de l'épisode défécatoire. Cette procidence n'est pas toujours facile à visualiser lors de l'examen clinique effectué dans des conditions souvent un peu artificielles. Il est donc utile de demander à la personne qui consulte de photographier, lorsqu'il le peut, cette procidence défécatoire. Enfin, dans le registre des modifications de l'anus, il arrive parfois que la peau soit remaniée par des phénomènes d'irritation ou de démangeaison. Les personnes qui consultent évoquent rarement de première intention le symptôme qui est le prurite. Il faut savoir poser la question devant des phénomènes, par exemple, de brûlure périanale. Y a-t-il des suintements, des écoulements et des pertes? Après les douleurs, les suintements et les pertes sont des symptômes cardinaux de la consultation proctologique. Il ne faut pas hésiter à poser la question de la nature des écoulements. Est-ce des rectorragies, c'est-à-dire du sang rouge? Il est important de faire préciser les conditions de ces rectorragies. Est-ce lors de la défécation ou au contraire dans les sous-vêtements? S'agit-il de sang rouge qui tache la cuvette mais qui n'est pas mélangé aux matières? Ou existe-t-il au contraire des traces de sang qui sont mélangées aux matières? Est-ce abondant ou quelques traces sur le papier? Y a-t-il des douleurs associées? Si la sémiologie des rectorragies ne permet pas de préjuger facilement de la cause, cette donnée sémiologique a quand même une forte valeur d'orientation. Sont-elles d'origine canalaire ou non? Les pertes peuvent bien sûr être celles d'émissions de glaire dans le cadre d'un syndrome rectal, d'un prolapsus hémorroïdaire de grade 4, mais il peut aussi s'agir également de phénomènes purulents. Parfois, les patients sont capables de vous préciser si l'écoulement vient de l'anus, comme lors par exemple d'une maladie sexuellement transmissible, ou si celui-ci est en rapport avec une tuméfaction périanale, comme par exemple un orifice externe d'une fistule anale. Enfin, les pertes peuvent également concerner les matières ou les gaz. On est alors confronté au souci d'une incontinence fécale. Le caractère impérieux de l'envie défécatoire avant une perte, ou au contraire, des pertes massives, passives, dont on se rend compte après coup, peut orienter vers des mécanismes des troubles de la continence. L'aspect des selles, enfin,
est très important à prendre en considération et on s'aide avec beaucoup de facilité d'une échelle visuelle analogique qu'on appelle également échelle de Bristol et qui permet aux patients de préciser la nature et l'aspect des selles entre des selles très dures et des selles au contraire très liquides et mal formées. Cette échelle est vraiment souvent très utile et le patient a beaucoup de facilité à exprimer la nature des selles. Y a-t-il une difficulté à évacuer? Les difficultés à évacuer sont rarement évoquées par le patient spontanément. Il faut souvent poser des questions précises qui concernent l'existence ou non de manœuvres défécatoires endo-anales ou péri-anales, le temps passé à la selle, la nécessité de changement de position et la perception d'une évacuation complète ou incomplète, que l'on nomme la dyskésie. Le recueil de ces signes va aider à la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Au total, et vous l'avez compris, les symptômes cardinaux sont simples à recueillir, ils sont très pratiques et très pragmatiques, mais il ne faut pas négliger cette étape dans la démarche de prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et vous le reverrez tout au long de cette formation, le lien entre les symptômes et les anomalies constatées est une étape majeure à assurer à la fois la prise en charge du diagnostic et du traitement.